Bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne des non-dits en cabinet médical à propos de la toilette de l'ordonnance. Toilette de l'ordonnance. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes tous concernés. Ou alors un parent. Père, mère, frères et sœurs, enfants ou amis. En effet, l'ordonnance, quelquefois, peut comprendre un seul médicament, mais quelquefois deux, quelquefois trois, et quelquefois jusqu'à 8, voire 10. Et c'est là que le médecin, lors de l'établissement de l'ordonnance, ou lors du renouvellement de l'ordonnance, ou à l'occasion d'un ajout sur une ordonnance, doit se poser des questions. Bien sûr, la responsabilité ne repose pas seulement sur le médecin. Elle repose aussi sur le pharmacien, qui est le délivreur du médicament. Il a sa responsabilité, dans la limite de ses connaissances du patient, bien entendu. Mais il peut toujours compléter sa connaissance en donnant un coup de fil au médecin. Mais aussi celui ou celle qui délivre le médicament, je pense notamment aux infirmières. Pensez aux EHPAD. Donc nous sommes tous concernés. Il faut qu'il y ait un partage de l'information entre le médecin et tous ceux qui sont chargés de veiller à la sécurité du médicament. Nous les avons énumérés, notamment le pharmacien et l'infirmière, mais aussi, quelquefois, l'aidant. Certaines associations, du reste, sensibilisent l'aidant aux prescriptions du médicament et à l'observance notamment. Alors bien sûr, ça concerne la première prescription. Oui, c'est vrai qu'une prescription, nous connaissons le médicament, a priori. Sachez qu'un médecin travaille grosso modo avec 30 médicaments. Grosso modo. Je fais appel notamment à, si vous voulez, à ma façon de pratiquer. Je connais 30 médicaments et je ne change pas facilement. Il faut vraiment qu'un nouveau médicament, j'ai l'information comme quoi il apporte un net plus sur le plan de la prise en charge du malade. Donc le médicament, déjà, pour le connaître, c'est pas évident. Rappelez-vous de ce gros bouquin dans les années 70, 80, 85, 90 même, ce gros bouquin qu'on appelle le Vidal, qui existe du reste toujours sous la forme papier. 5000 médicaments, vous vous rendez compte? Se palucher, aller chercher le médicament, lire toutes les données concernant les effets indésirables, les interactions médicamenteuses. Non, c'était pas facile. Mais aujourd'hui, nous avons des outils, des logiciels qui nous permettent de croiser les médicaments. Le Vidal numérique le fait d'ailleurs, si nous lui demandons. Je donne un médicament, je l'inscris, je donne un deuxième médicament, je l'inscris, je les croise et je vois s'il existe, par exemple, des incompatibilités médicamenteuses. Donc nous avons des outils, encore faut-il le temps de les consulter. Mais vous imaginez qu'à partir du moment où il existe 2, 3, 4, 5 médicaments, les croisements deviennent très difficiles. Peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, on arrivera à des choses assez particulières, mais là, présentement, ça n'est pas facile. Mais enfin, c'est mieux que la forme papier du médicament. Alors, il est vrai que s'il y a un acte important au moment de la consultation entre le patient et son médecin, bien sûr, c'est le diagnostic, lui faire comprendre de quoi il s'agit, mais c'est l'ordonnance. L'ordonnance où il faut expliquer au malade, où il faut s'assurer qu'il a bien compris, lui dire éventuellement quelques effets secondaires, du moins les plus importants, en lui disant peut-être que ça va passer au bout d'un moment, l'organisme s'adapte et la diarrhée par exemple, ou la tendance diarrhéique, l'accélération du transit va au bout d'un moment s'estomper, mais qu'il faut continuer le traitement. Donner un traitement antidépresseur, il faut annoncer les quelques effets secondaires du traitement antidépresseur pendant les premiers jours et bien préciser que le traitement antidépresseur n'agira qu'au bout de 3 à 5, voire 6 semaines, et qu'il faudra le continuer. Donc vous voyez, il faut établir véritablement
un climat de confiance entre le patient, bien lui expliquer, le responsabiliser, parce que lui aussi, il a un rôle dans la sécurité du médicament, dans l'observance du médicament, dans le fait de ne pas en ajouter lui-même, dans la pharmacie familiale qui se trouve bien sûr quelquefois chargée de tas de médicaments qu'on a accumulés et qui ne sont pas toujours du reste, qui sont périmés. Voilà. Donc, à l'aide d'exemples, je vais vous donner si vous voulez, les moyens de sécurisation de l'ordonnance, notamment pour nous médecins, comment faire. Et à l'aide d'exemples, il existe du reste des guides à ce sujet-là, que la Haute Autorité de Santé a bien sûr confectionné et auxquels vous pouvez vous référer en allant sur l'HASH, Haute Autorité de Santé. Donc vous pouvez vous y référer éventuellement, vous trouverez, vous écrivez guide de prescription par exemple. Voilà. Donc nous allons à l'aide d'exemples parler de tout cela en vous disant que vous serez ou vous êtes concerné, ou votre famille, ou les gens que vous aidez à la prise de médicaments. Alors allons voir. Préparez-vous à une playlist de non-dits et je ne serai de toute façon pas exhaustif. Une personne en France sur 10 a plus de 75 ans. 57% sont en affection longue durée, pris en charge à 100% pour une affection bien précise. Et le plus souvent, ces gens se voient prescrire plusieurs lignes de médicaments, se rapportant directement à leur affection, mais aussi d'autres lignes, pour diverses raisons. Beaucoup d'entre nous dépasseront cet âge. Pour pointer la pente positive d'évolution de l'espérance de vie, pour un bébé féminin né en 2023, l'espérance de vie est de 87 ans. Pour un garçon, 80 ans. Mais avant d'aborder le sujet d'une toilette d'ordonnance ou d'une révision d'ordonnance, disons une ordonnance chargée, voyons simplement la prescription d'un seul médicament. Et pourquoi ? Parce que la sécurité commence avec l'unique médicament. L'exemple de mon patient de 35 ans qui présente un lumbago contracté en soulevant une charge dans l'après-midi du vendredi, vient en consultation le vendredi soir, pas de signe inquiétant neurologique, il me raconte son histoire, le paracétamol, titine, ne le soulage pas. Nous sommes vendredi, fin de journée, il veut reprendre absolument son travail le lundi, sous 2 jours. Donc passons au niveau 2 de l'Office mondial de la santé du traitement de la douleur. Je peux recourir à un anti-inflammatoire. Quelle sera la sécurité de prescription de ce type de médicament ? A-t-il eu ou présenté une hypertension artérielle, des problèmes de rein, des problèmes cardiaques, d'estomac, il est jeune. Bon. A-t-il bénéficié antérieurement d'anti-inflammatoires ? Quelle a été sa tolérance à ce médicament ? Il m'apprend qu'il a eu une forme d'intolérance avec une sorte d'urticaire, un œdème du visage, avec un anti-inflammatoire. Un anti-inflammatoire. Mais il faut l'identifier, cet anti-inflammatoire. Et surtout ne pas prescrire la même famille. En outre, je me rappelle en compulsant mes notes dans son dossier, il a bénéficié d'un traitement pour ulcère d'estomac. Voilà donc toute la complexité d'une prescription. Il existe des contre-indications absolues ou relatives. Je me dois chez mon patient de rechercher toute fragilité. Ne pas oublier aussi tous les conseils de soulagement autres que le médicament. Si médicament je prescris, je dois préciser de façon claire la dose, le moment de la prise, la durée de traitement, tout en me projetant sur ce que pourra être l'évolution. Donc la nécessité de l'informer, de lui dire de revenir en consultation. Je me dois aussi de l'informer des éventuels effets indésirables, les plus fréquents. Voilà pour ce cas simple. Voilà. Mais je pense aussi à ce garçon
de 10 ans vu la semaine dernière, traité pour une affection que l'on résume sous le vocable de TDAH ou HA, trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité. C'est une prescription bien spécifique, prescrite annuellement par le neuropédiatre ou le neurologue et renouvelée mensuellement par moi généraliste. Attention, je dois régulièrement vérifier la tolérance. Ce jeune garçon perd-il du poids par manque d'appétit? Dort-il bien? Est-ce que sa fréquence cardiaque ou sa tension artérielle augmente? A-t-il des douleurs abdominales? Est-il irritable? Autant de vérifications indispensables selon les données actuelles officielles pour continuer un tel traitement. Sinon, il peut y avoir une remise en cause du traitement. Je passe sur la recherche d'efficacité sur l'attention de ce jeune garçon, sur certains troubles du comportement, sur les apprentissages, si tout cela, quelque part, s'améliore. Voilà encore, si vous voulez, un cas complet. La vie n'étant pas un long fleuve tranquille, la plupart d'entre nous consultons une fois par an, 80% d'après les statistiques, si l'on parle des assurés du régime général d'assurance maladie. Et quand nous arrivons au-delà de 75 ans, c'est 93%. C'est factuel, en 2021. Alors je me suis amusé à rechercher sur le site de l'ANSM, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament, à rechercher donc quelques statistiques. Je vous les donne, c'est intéressant. De mars 2020 au 25 avril 2021, 4 milliards de lignes de médicaments ont été prescrits en France pour 51,6 millions d'assurés du régime général de la sécurité sociale. Où je veux en venir? Eh bien, à partir de ces données, j'ai effectué un bref calcul de moyenne. 77 lignes par assuré, soit 6,5 médicaments par mois par assuré. N'y a-t-il pas à se remettre en question sur cette fameuse toilette de l'ordonnance? Ces chiffres doivent nous inspirer. Non? Luc, 40 ans, me consulte. Docteur, je viens pour mon renouvellement. Phrase rituelle entendue une vingtaine de fois dans la journée, vous diront mes consoeurs et mes confrères généralistes. Je consulte son dossier, en long et en large. Bilan divers, avis de spécialiste, j'en passe. Ma dernière consultation, ma dernière ordonnance. Luc exerce une profession sédentaire d'informaticien. Il est soumis à un rendement, dit-il, stressant. Il est en surpoids, diabétique, présente une hypertension et a fait un infarctus du myocarde il y a quelque temps. Il décrit aussi des angoisses récurrentes, grevant sa qualité de vie familiale, sociale, professionnelle. Nous faisons le point tous les deux sur son état de santé général et sur ses pathologies. Sur la rigueur aussi de son observance en matière de conseils d'hygiène, de vie, notamment alimentaire, d'activité physique, de sommeil, etc. Je l'examine selon les recommandations référentes à ces affections et nous arrivons à la rédaction de l'ordonnance. 4 clics et c'est fait. Facile, non? L'avantage du numérique. La facilité, oui. Le temps gagné. La belle écriture. Je me souviens de cette époque, déjà lointaine des années 70-80, où mes patients me chahutaient amicalement. Ah, vous les toubibs, vous êtes illisibles.
J'acquiesçais dans un sourire, n'étant pas le seul accusé. Je l'avoue, mes confrères ont entendu cela bien souvent. La numérisation de l'ordonnance est source de tous les dangers. Et pourquoi? Eh bien, regardez ma prescription, je vous la mets sur l'écran. Je vous la laisse pendant toutes mes explications. Regardez bien. 2 médicaments pour le diabète. Les 2 premiers. Un médicament pour un non-HDL, cholestérol élevé. Le LDL, disons. Allez. Un médicament pour éviter les thromboses artérielles. N'oublions pas l'infarctus du myocarde. Thrombose coronaire, obstruction de l'artère coronaire et infarctus. Et 2 médicaments pour son hypertension artérielle et pour son cœur. Je tiens à vous signaler que ce traitement est établi selon les recommandations officielles, avec accord du diabétologue et du cardiologue. Première question. Luc présente-t-il des symptômes remettant en question son traitement de diabète? Non. Je compulse le résultat de son récent contrôle trimestriel, biologique. Pas de problème. Notamment, je lui pose la question, faites-vous des hypoglycémies? Sensation de fringale et de malaise que rencontrent certains diabétiques lorsqu'ils ne sautent pas ou sous certains médicaments. Je ne reviens pas sur l'hygiène de vie. Attention, l'un des produits est modulable selon le fonctionnement de ses reins. À quand remonte le bilan de la fonction de ses reins? C'est important. 1 an. Ce même médicament prescrit voilà 3 mois est recommandé, vu son diabète, avec excédent de poids. Il s'agit d'une injection par semaine sous la peau, qu'il se fait lui-même. Je lui rappelle l'attitude à adopter en cas d'oubli. Effectivement, il a perdu, normalement avec ce médicament, 3 kilos, ce qui reste dans la normale. C'est inhérent au médicament. Bien, à suivre. Je lui demande si les douleurs abdominales et sa tendance à la diarrhée ne s'est pas réinstallée avec le premier médicament comme au début. Non, docteur, depuis que vous aviez baissé la dose et vous aviez ajouté le second médicament, je n'ai pas eu de problème. Seconde considération. La prescription de traitement de votre hypercholestérolémie est-elle supportée? Pas d'effet secondaire de type douleur articulaire, tendino-musculaire? Figurez-vous, docteur, que depuis 2 mois et demi, et j'ai commencé le traitement il y a 3 mois, je crois, je perçois des douleurs cervicales, du bas du dos, sans que je n'ai changé quoi que ce soit dans mes activités. Nous convenons que ce traitement, donc institué il y a 3 mois, comme il vient de le préciser, peut être source de ces symptômes, bien décrits dans le résumé des caractéristiques du produit. Et ce que je confirme dans mon expérience professionnelle. Décision, passons de 40 mg par jour à des comprimés de 20. Et vous me tenez au courant d'ici 3 semaines. Alors je reprends mes explications sur le bien fondé de ce traitement, étudié à grande échelle sur la baisse magistrale du cholestérol, et je le tiendrai au courant des effets bénéfiques sur le plan des bénéfices, sur le plan des événements cardiovasculaires, à savoir les artères coronaires, les artères cérébrales, les artères des membres inférieurs, tout accident sur ces vaisseaux. Du reste, je lui précise que des études sont toujours en cours pour avoir un recul de plus de 15 ans. Je me pose la question de contre-indication à nouveau avec la santé de Luc. Je dois me la poser cette question. Je rassure Luc, pour ces 3 premiers médicaments que vous voyez à l'écran,
Il n'existe aucune incompatibilité. Je n'ai pas besoin de consulter mon application qui permet le croisement des produits. Troisième considération, l'aspirine. Je rappelle la fonction de ce médicament, la nécessité de prise. Ce médicament contribue à éviter toute obstruction artérielle par caillotage. Les preuves sur l'efficacité en termes de récidive d'infarctus du myocarde et de prévention d'autres accidents vasculaires est largement prouvée. Voilà. Si je veux que mon patient soit un bon observant, je dois partager avec lui mes convictions et répondre à toutes ces questions. Je lui rappelle qu'il existe un risque de saignement, voire de bleu, d'échymose, en cas de choc. Je le préviens de bien signaler à son chirurgien, en passant, son chirurgien dentiste, afin qu'il pourvoie tout risque hémorragique en cas de soins un petit peu agressifs. Est-ce que Luc prend bien son sachet en milieu de repas? Je dois contrôler. Se plaint-il de douleurs d'estomac? Lui qui a eu un antécédent. En tout cas, son dossier ne révèle aucun problème gastrique antérieur qui demanderait des précautions de protection de son estomac. Alors c'est là que Luc m'interpelle. Mais docteur, je prends 6 médicaments. Sont-ils tous indispensables? Ma réponse, oui. Et plutôt laconique, me direz-vous. Et vous avez raison du reste. Mais je demande à Luc de préciser sa pensée. S'agit-il d'un problème d'organisation pour lui? De doute sur la justification médicale de prise de ce médicament? D'une crainte des effets secondaires peut-être sournois? Ou sur du long terme? Luc enchaîne. Le cardiologue, le diabétologue m'ont bien expliqué le bien fondé de ces traitements. Mais chacun prescrit de son côté. Ils n'ont pas tout le dossier du reste. Je m'empresse de rassurer Luc, que je connais depuis son adolescence, comme un patient notamment angoissé. Je lui précise que je suis le coordonnateur du traitement et celui qui tient les ficelles du dossier. Toute hésitation de ma part me conduirait au contact avec mes confrères spécialistes. Par ailleurs, je rappelle ce que je vous disais en introduction. Je travaille, sans doute comme bien de mes consoeurs et confrères, avec 30 à 50 médicaments que je connais au mieux. Je n'en change que si je connais les caractéristiques de ce nouveau médicament en termes d'efficacité, de tolérance, en connaissance des contre-indications, des effets secondaires, des incompatibilités. Luc, sachez que maintenant, nous avons des outils répondant directement à nos questionnements concernant le cumul des médicaments. Finalement, je perçois chez vous la motivation du suivi. Toujours encourager le patient. En ce qui concerne l'aide que je vous ai apportée avec votre accord pour vos angoisses, ensemble, nous avons convenu une thérapie de relaxation, d'apprentissage, de la méditation par un psychologue et d'une bonne activité physique régulière dont vous tirez parti, me semble-t-il. Là encore, nous pourrons, si nécessaire, recourir aussi encore à une auto-hypnose, voire à une thérapeutique cognitivo-comportementale, où le psychologue vous expliquera pourquoi et comment se constituent vos angoisses. Et il vous désensibilisera en créant des conditions fictives d'environnement angoissant. Ce pourra être une thérapie de groupe ou individuelle. Soyez rassurés,
nous ne surchargerons pas davantage les lignes de prescription, ce qui ne serait pas pertinent du reste, puisqu'il existe une autre manière de prendre en charge vos angoisses. Quatrième considération. On est toujours, regardez bien la liste des médicaments. Le bêta-bloqueur. En somme, c'est un médicament économiseur du travail cardiaque. Restons simples. Je m'assure que les deux comprimés sont bien pris à 12 heures d'intervalle. Je dois reposer la question. Mais aussi, question de la tolérance. Et à l'effort, est-ce que vous êtes gêné par ce médicament? On en connaît les caractères de ce médicament, des effets. Je m'assure que Luc n'a pas d'essoufflement, car jeune, je me souviens qu'il a présenté un asthme. Ce qui aurait pu, avec ce médicament, réveiller un asthme. Il sait, je l'ai vérifié, il sait vérifier son rythme cardiaque, et il sait pertinemment bien prendre sa tension artérielle. Du reste, il me présente un relevé en consultation. Le médicament qu'on appelle IEC, inhibiteur de l'enzyme de conversion, peu importe, c'est médical, c'est compliqué, traitement de la tension, mais aussi de soutien du muscle cardiaque après un infarctus. Attention, je dois vérifier sa fonction rénale avec ce médicament. C'est un impératif au tout début du traitement, puis annuellement. Je lui fais prendre conscience de toute l'attention requise du médecin sur le sujet. Il n'a pas de tout, comme on le signale quelquefois avec ce médicament, ce qui est assez fréquent. Luc a donc appris à prendre sa tension selon les normes de l'Office mondial de la santé, et il ne manque jamais, effectivement, de montrer son profil tensionnel selon tension prise selon la procédure de l'OMS. Du reste, je vous renvoie à mes 2 vidéos sur la tension artérielle, et donc je lui dis, je justifie toujours votre traitement en ce qui concerne ce médicament. 5e considération. Luc aurait pu me consulter en même temps pour la survenue d'autres symptômes, alors qu'il venait renouveler son traitement. Mon premier réflexe aurait été, ne s'agit-il pas d'un effet indésirable d'un médicament, traitement en cours? Ce doit être un réflexe. Toujours avec cette optique de faire la toilette de l'ordonnance. Enfin, peut-on simplifier le traitement pour ce patient? En effet, il arrive que les laboratoires pharmaceutiques associent 2 produits actifs dans le même médicament, simplifiant ainsi le nombre de prises. On le voit notamment dans l'hypertension artérielle. Et il est vrai que nous constatons que l'observance est meilleure avec la baisse du nombre de prises de médicaments. En clair, y a-t-il un médicament aujourd'hui associant par exemple le bêta-bloqueur et l'IEC que prend Luc? Non. À ce jour, j'informe Luc que ça n'existe pas. Donc dans cette optique, je n'ai rien à lui proposer. Mais là encore, c'était une manière de toiletter, quelque part, l'ordonnance, dans l'intérêt, bien sûr, du patient. Pour vous, chers auditeurs, sachez que nous arrivons à prendre en charge les effets indésirables des médicaments. Mais encore faut-il que vous les signaliez, mais que moi aussi, je les recherche, que je les confirme. Nous, médecins, ne devons pas être pris en défaut de surveillance, tout en restant les maîtres d'œuvre, in fine, des prescriptions de nos patients. Certains médicaments comme les anticoagulants, les médicaments agissant sur les reins, le cœur,
les médicaments qu'on appelle psychotropes sont eux aussi responsables de la majorité des effets indésirables majeurs. Sachez que deux médicaments peuvent se potentialiser ou au contraire se neutraliser, partiellement ou totalement. Par exemple, je prescris une pilule depuis longtemps pour une patiente, mais diagnostic récent d'une épilepsie. Donc prise d'un traitement. Risque de grossesse. Je passe sur les risques de malformation avec certaines molécules dont les médias se sont fait l'écho, vous le savez bien. Mais rassurez-vous, outre notre formation continue, des applications sont à notre disposition. Encore faut-il les utiliser. Dans mes vidéos, je vous cite très souvent le site du CRAT, C-R-A-T, confère dans la description. Vous pourrez vous y référer, qui est exclusivement consacré aux prescriptions pour les parturientes. Alors souvent, le médecin prescrit pour des patients ou des patientes, bien entendu, fragilisés, pour de multiples raisons. Patients maigres, malnutris, voire dénutris, ça existe. Ou présentant une fonction rénale ou hépatique plus ou moins défaillante. Sans cesse, je dois être en alerte, surveiller ces fonctions, et je peux être amené à modifier sa prescription. Alors nos pharmaciens, eux aussi, veillent au grain. Ils n'ont pas toutes les cartes en main. Chacun sa responsabilité. Mais ils n'hésitent pas, selon mon expérience, à nous contacter. Combien de fois devons-nous supprimer un médicament redondant, en ce sens qu'il existe déjà sous un autre nom, mais il fait partie de la même famille que l'autre médicament? Alors souvent, le supprimer malgré l'insistance du patient qui lui veut continuer, il se sent bien, dit-il, avec ce médicament. Les explications sont quelquefois assez longues. On le diminue progressivement, bien sûr. L'exemple des molécules sédatives qui calment n'est pas anodin, avec les risques de perte de mémoire, de concentration, risque de chute aussi pour les personnes d'un certain âge. Je pense aux benzodiazépines, les BZD, qui sont prescrits pour l'anxiété, voire l'insomnie. Je n'insiste jamais assez sur les risques d'automédication, ce que l'on appelle médicaments sous le comptoir. Si le patient a recours à son pharmacien habituel, celui-ci connaît parfaitement les traitements du patient. Il conseillera. Prenons l'exemple de l'anti-inflammatoire, pour lequel la prescription du médecin n'est pas indispensable, puisqu'il en existe en vente libre en pharmacie. Ce qui, permettez-moi, est incompréhensible. Est-il compatible pour un patient insuffisant rénal? Est-il compatible pour un patient insuffisant cardiaque? Je ne rappelle jamais assez, attention à la pharmacie familiale particulièrement, et qui viendrait surcharger dangereusement 5 ou 6 lignes de prescription. Le médicament prescrit pour l'un est-il indiqué pour l'autre personne de la famille, qui elle est polymédiquée? Donc vous participez vous-même, chacun d'entre nous, en tant que malade, à la prévention des risques d'accident. Alors là où la situation se complexifie, c'est à la suite d'une hospitalisation. Les traitements de sortie ont modifié quelquefois, bouleversé le traitement habituel. Alors nous, généralistes, observons un point. La vie à l'hôpital n'est pas le milieu de vie habituel. Prenons l'exemple du patient diabétique en matière de diététique.
Par ailleurs, le patient reste souvent couché toute la journée ou assis à l'hôpital. La diététique n'est pas la même à la maison, l'activité non plus, et ça pour le diabète c'est important. Le traitement a pu être modifié pour la tension artérielle comme pour le diabète. Faut-il retoiletter? On doit se reposer la question, retoiletter l'ordonnance de sortie de l'hôpital. Je reviens sur l'importance de la pluridisciplinarité, généraliste, spécialiste, pharmacien, infirmière qui prépare le pilule. Pour conclure, et permettez-moi d'affirmer, après ces 52 ans de pratique, ce qui me déconcerte, c'est le lien patient-médecin qui se dissout. Je fais mienne et je vous soumets cette réflexion d'Alfred Capus, C-A-P-U-S. C'est un journaliste français, romancier entre autres dramaturge, qui a vécu à cheval sur les deux siècles, fin du 19, début du 20e siècle. Voilà ce qu'il dit. On peut fermer les yeux sur la réalité, non pas sur les souvenirs. Je me souviens de ma première pratique dans les années 70 et 80. J'ajouterai aussi les aidants. J'ajouterai aussi les aidants qui aussi délivrent les médicaments. Avant de conclure, sachez que chaque année, en France métropolitaine, plus de 212 000 personnes sont hospitalisées en secteur public à cause d'effets indésirables des médicaments. C'est ce qu'on appelle en jargon médical pour iatrogénie. Précisons, entre 2007 et 2018, ces hospitalisations ont augmenté de 136%. Ce qui représente 8,5% des hospitalisations. Alors, la révision, entre autres, de mes prescriptions, lors des renouvellements, s'impose face à tout patient qui, l'âge avançant, voit ses fonctions métaboliques et d'élimination des médicaments se modifier. À chacune de mes vidéos, j'essaie de vous convaincre qu'une consultation pour un patient pourtant connu de son médecin, et a fortiori pour un nouveau patient, demande du temps. Après 52 ans de pratique, je m'aperçois que ce temps se rétrécit, je vous l'ai déjà dit. Il faudrait bien comprendre qu'une consultation, respectant le temps dû au patient, éviterait des bousculades au service d'urgence, des consultations redondantes encombrant les salles d'attente, des dépenses inutiles d'examens complémentaires, biologiques, par exemple d'imagerie, pour lesquelles, ces imageries, on obtient des rendez-vous sine die, tout ceci simplement en respectant l'écoute, en posant des questions ouvertes au patient, en l'examinant physiquement, en lui expliquant son diagnostic, l'annonce du diagnostic, la recherche de ce qu'il a compris dans ce diagnostic, et comme vous l'avez vu, l'explication du sens du traitement, de son application, des principaux effets indésirables, de l'observance, prise en considération aussi de l'incidence psychologique de nos diagnostics, de nos traitements. Finalement, notre intrusion dans toutes les dimensions de la vie de nos patients nécessite confiance et bien des explications. Prenons les exemples du patient diabétique et du patient insuffisant cardiaque, du patient asthmatique. Tiens, justement, comment éviter aux patients
diabétique, de se retrouver aux urgences si je ne vérifie pas l'efficacité du traitement. Si je ne vérifie pas qu'il prend bien son traitement. Pour le patient asthmatique, est-ce que sa procédure d'inhalation, de fréquence journalière d'inhalation, est-ce que mon patient a des difficultés? Car je serais peut-être conduit à changer le type d'inhalation. Est-ce que je lui indique quelle attitude adopter en fonction d'une recrudescence de son essoufflement? Et à partir de quand il doit se mettre en contact avec un service d'urgence? Efficacité médicale et économie en santé ne sont pas incompatibles. Et combien notre profession serait passionnante avec une telle pratique? La profession retrouverait sa noblesse pour le bonheur du patient. Je me refuse d'être un vieux toubib nostalgique désabusé. Je vous l'ai déjà dit, jusqu'à présent, j'ai toujours suivi l'évolution de la politique de santé. Je l'accepte puisque je suis toujours sur le terrain. Merci encore pour votre bienveillance à m'écouter, espérant que face à votre médecin, vous compreniez la complexité de la révision de l'ordonnance et que vous saisirez de cette révision des prescriptions, parfois nombreuses, une opportunité d'entretenir votre relation avec votre médecin, créant ainsi toujours et entretenant un climat de confiance motivant dans votre observance. Je devais aborder l'effet placebo et nocebo, c'est partie remise dans quelques jours. N'hésitez pas à liker sur la main levée sous la vidéo. Idem à vous abonner en cliquant sur la cloche. Tout commentaire sera bienvenu. J'y répondrai. Et je vous salue chaleureusement.